Edoui Plenel et David Kubi, bonjour. 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 L'un journaliste, l'autre avocat, observateur très engagé de la vie politique. On va parler évidemment des élections présidentielles en France, de vos deux personnalités aussi, Edoui Plenel, le site qui a ébranlé la République, affaire Bettencourt, affaire Cahuzac. David Kubi, vous signez une contestation française où vous attaquez les puissants. Première question, le virus qui fait qu'on sort du journalisme ronronnant ou bien de la carrière d'avocat un peu embourgeoisé, c'est venu d'où? Edoui Plenel, le plus ancien virus. Dire non. Dire non. Hein? Je pense que la liberté, c'est d'abord savoir dire non. Après, on fait son chemin, mais il faut dire non à l'injustice, il faut dire non aux impostures, il faut dire non aux mensonges. C'est l'adolescence déjà? Oui, bien sûr, puisque je suis l'héritier intellectuel d'un homme qui a dit non. Mon père était un haut fonctionnaire et qui a dit non au colonialisme, en l'occurrence, à sa violence, à ses inégalités. Il a brisé sa carrière. Qui s'est mis au service du pays colonisé même. Hein. Ensuite, bien sûr, de la Martinique à l'Algérie, il a dit non sans réfléchir. Et ces noms irréfléchis, pour moi, sont au cœur de l'indignation, comme disait Stéphane Hessel. David Kubi, l'affaire Kerviel, il y en a eu beaucoup d'autres, mais celle-là a été très spectaculaire. Il y a une scène extraordinaire dans votre livre. Vous êtes face à un avocat de la partie adverse qui dit « Confrère Kubi, entre loups, on ne s'attaque pas. Hein ». Oui, c'est vrai, oui. Ce à quoi j'ai répondu que nous n'étions pas de la même meute, si mon souvenir est bon. On est là dans un creuset qui est très feutré en théorie et l'idée tout à la fois de ce livre et de la manière dont je souhaite être un avocat et de ne pas respecter des conventions par simple convention, vous comprenez? Comment ça vient? Je préfère la justice. Comment ça vient? La liberté. La liberté. Le dire non d'Edoui Plenel, chez moi, se translate en liberté. Alors, il y a des risques qui vont avec ça. Première perquisition, on l'avait vécu il y a quelques jours. Comment c'est? C'est nouveau, mais je pense que comme... C'est un dépucelage, vous me disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait, c'est une première fois, mais écoutez, ils ont fait doucement, ça s'est bien passé. C'est à cause de Mediapart. Hein. Voilà. Ah oui, c'est des révélations de Mediapart. Il y a toujours Mediapart dans l'histoire. Oui, je dirais que c'est grâce à Mediapart, en définitive. Il y a des prises de risques. Vous êtes senti en danger parfois, David Kubi? Oui, assez souvent. Quand ça? Quand vous comprenez que vous bousculez des intérêts qui coûtent cher. On va parler de vos affaires, des affaires de vos parcours respectifs dans un instant, mais l'actualité, c'est presque un cas d'école, hein, cette campagne présidentielle où les affaires ont pris une telle place. Pourquoi cette accélération maintenant? Il y a toujours eu des affaires, mais une campagne aussi parasitée, on a rarement vu ça. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a une prise de conscience. Et dans les acteurs, y compris de l'administration, de la justice, dans l'opinion, chez les citoyens, ça ne peut plus durer comme ça. On ne peut plus avoir, et c'est le cœur du livre de David Kubi, on ne peut plus avoir une inégalité devant la justice. C'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Nous devons être traités pareillement. Et comment la petite délinquance de besoin, de misère, est frappée avec une virulence sans aucune pitié. Il y a une affaire, vous la citez dans le livre, David Kubi, c'est ce SDF qui a été lourdement condamné parce qu'il avait volé des pâtes et du riz. Hein. Et il y a eu là un effet, un fait divers qui tout à coup réveille les gens. Dans des circonstances qui sont très troublante, puisque ce SDF, de ce que j'en sais, a brisé une vitre pour entrer dans une maison et il a volé un paquet de pâtes et un paquet de riz. Et il dit, sur procès verbal et à son procès, d'après ce que j'en ai lu, parce que j'avais faim. Les propriétaires de la maison ne déposent pas plainte et il est condamné à 3 mois de prison. On a dit c'est du Zola. Il y a quelque chose de ça. Hein. Oui, mais... Le sort de ce SDF, si vous voulez, c'est une chose. Vous venez de camper ce décor, c'est très bien. Mais ce que je vois, c'est que tous les gens qui sont cités dans le livre ou dans les colonnes de Mediapart, ont fait moins de prison en cumulé que ce à quoi ce SDF a été condamné. Si là, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne de manière curieuse, on a un vrai sujet. Il y a une nomenclatura française. Vous entendez dire, David Kubi, il y a 500, 1000, 2000 familles qui tiennent un pays. On peut vraiment dire ça comme ça? Je crois surtout que personne ne sait le dire autrement. Et vu de ma fenêtre, je trouve que ces gens, peut-être 500 familles, alors qu'ils ne sont que 500 familles, en se comportant aussi mal, alors que nous sommes 67 millions, sont très impétueux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, au contraire, au fond, maintenant, Fillon, par exemple, est attaqué pour son histoire de costume, alors qu'au fond, beaucoup de gens ne sont pas si inquiétés. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, tout ça ne sort que parce que nous avons fait notre travail.
Je vous rappelle que le parquet financier, que certains vont vouloir juguler, selon le résultat de la présidentielle, est issu des révélations sur l'affaire Cahuzac. C'est-à-dire que dans la panique d'avoir soutenu Cahuzac, menti, accompagné son mensonge, le patron du fisc est lui-même un fraudeur fiscal, du coup, ils ont dû créer le parquet financier. Donc, Cahuzac, c'était une affaire énorme, effectivement. Le ministre de l'économie, du budget, qui lui-même fit fraude. Okay. Mais dans beaucoup d'autres affaires, les costumes, le coiffeur de François Hollande, on est dans quelque chose d'un peu plus anecdotique. Mais pour répondre à votre question, moi je dirais c'est une société d'ancien régime en France. Nous sommes une monarchie, la dernière monarchie en Europe. Nous ne sommes pas une république. Nous ramenons tout à un seul. Un seul, ça veut dire la cour, ça veut dire les courtisanes, ça veut dire le clientélisme, ça veut dire le familialisme. Et ça tombe, ça dégouline sur tout le monde. D'où ce qu'on voit, y compris dans la corruption du parlementarisme. Est-ce que c'est, si grave? On se rappelle tous, Mitterrand qui logeait sa deuxième famille aux frais de l'État, par exemple. Est-ce que c'est si grave? Là, Monsieur Rochebin, vous prenez un exemple pour dire, en définitive, ça a toujours existé. Bon. C'est vrai que ça a toujours existé, vous avez raison, mais ça n'est pas la réponse au problème qui est posé. La réponse au problème qui est posé, de mon point de vue, je crois ne pas engager Edoui Plenel en disant ça au-delà de ce qu'il voudrait, c'est l'application de la loi stricte à tous. C'est-à-dire qu'à nos politiques, à nos grands financiers également, on ne dit rien d'autre. Moi, par exemple, dans ce livre, c'est ce à quoi j'appelle, parce qu'en définitive, c'est la théorie républicaine et démocratique, mais en pratique, ça n'a jamais été tenté. Vous allez très loin, vous dites inéligibilité pour un certain nombre de crimes qui avant, jusqu'à maintenant, pour tout ce qui touche à l'intérêt collectif, parce que de mon point de vue, l'intérêt collectif relève du sacré. Je ne suis pas un croyant, on a eu cette conversation, donc ce qui est sacré pour moi, c'est l'intérêt collectif. Vous citez Chomsky, plus vous jouissez de privilèges, plus vous êtes responsable. Oui. Mais on pourrait citer la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit la même chose, qui dit, y compris, que quand on veut les suffrages, quand on veut le pouvoir, il est normal qu'on soit passé au scanner, qu'il y ait plus d'interrogations, qu'il y ait plus de questions. Et pour revenir... Au jeu des citations à nous permettre, est-ce que vous connaissez Édouard Herriot qui disait « La politique, c'est un peu comme l'andouillette, ça doit sentir la merde, mais pas trop ». Oui, mais attendez... de gens, qui pensent ça sérieusement, qui disent qu'on va trop loin dans une sorte d'hygiénisme moral. Ces gens-là devraient se rappeler que parfois, il y a un moment où les peuples, tout d'un coup, à force qu'on continue comme ça, ils disent « ça suffit ». Nous sommes au centenaire d'une révolution, la révolution de 17. Il y a une révolte ça a mal tourné. Bien sûr que c'est plus possible. Tout est prêt. Et les gens, il y a deux solutions. Soit ça va produire des dictatures, des régressions, parce que des gens vont mentir au peuple en se saisissant de tout ça. Et soit on se relève et on dit ça ne peut plus continuer, il faut refonder l'exigence démocratique, car c'est le vol. Je prends un seul exemple, qui est l'évasion et la fraude fiscale. Vous savez, le contenu des avoirs financiers qui sont dans les paradis fiscaux, ces lieux de piraterie, quand on nous demande de l'austérité, quand on nous demande de rembourser des dettes que nous n'avons pas contractées, et qu'il y a près de 30 000 milliards de dollars qui sont pris là avec les établissements financiers qui les accompagnent, c'est notre richesse qui est détournée. Qui va en profiter en France maintenant, très concrètement? C'est Marine Le Pen? Pas forcément. J'espère qu'on va essayer d'éviter le pire. Et puis que le peuple, tout ne se joue pas dans une élection. La démocratie, et en ce sens, vous avez là un avocat. Le droit, y compris du plus faible, du plus fragile, on peut le défendre. Et puis, un journaliste, le droit de savoir des citoyens. Une élection n'est pas le fin mot de la démocratie. Le bulletin de vote n'est pas l'instrument vital. Une démocratie où il n'y a pas l'indépendance de la justice, où il n'y a pas l'égalité devant le droit, une démocratie où il n'y a pas le droit de savoir et où, du coup, on peut être aveugle, voter pour son pire ennemi. Quand même, il faut voter. Vous voterez pour qui, vous, Edoui Plenel? Moi, d'abord, en tant que directeur d'un journal, ayant un public très divers, je ne dirai jamais pour qui je vote, car j'insulterai mes lecteurs. Mais même quand vous étiez directeur du Monde, alors que c'était une pratique qui existait avant, vous ne le faisiez pas. Non, parce que nous ne sommes pas des maîtres à penser. Nous devons d'abord utiliser notre pouvoir indépendant pour donner des informations au public. Après, le public en tire des conséquences. Ce qui est sûr, c'est que nous, Mediapart, nous serons toujours contre les forces de régression, du racisme, de la xénophobie, de l'autoritarisme. David Scooby, pour qui vous voterez-vous? Alors moi, je n'ai pas de journal, je pourrais vous le dire, mais il se trouve que je ne vote pas. C'est ce qui est développé, et vous l'avez évidemment bien lu dans ce livre. Je voterai quand nous serons... Pourquoi vous ne voterez pas? Parce que Edoui vient de le rappeler brièvement, le premier socle d'une démocratie,
c'est l'indépendance de la justice. Or, il est établi de mon point de vue, et il y a de nombreux exemples qui en attestent dans ce livre, que ce n'est pas le cas. Donc si la justice n'est pas indépendante, nous ne sommes pas en démocratie, et donc il n'y a pas lieu de voter. Mais en revanche, je propose d'offrir mon vote, et puis celui de ceux qui pensent comme moi, sous condition. Sous condition de quoi ? Sous condition de ce que nos dirigeants s'astreignent à une probité qui les contraigne. Et ceux qui s'y engageront pourront avoir nos votes. Mais cet esprit de révolte, alors chez Edoui Plenel, il vient de la gauche, hein, on en parlera tout à l'heure, le trotskisme, etc. Au début, on verra comment ça a évolué. Chez vous, ça vient d'où ? J'ai été élevé dans une famille d'anarchistes. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? C'est ça. L'anarchisme, on peut dire ça ? Oui, on peut le dire, ce n'est pas une insulte. Il y a un anarchisme de droite aussi, hein ? Oui, non, en tant que courant politique, non. Il n'y a un anarchisme que du côté de l'émancipation. Je le crois aussi. Mais vous savez, l'anarchie, c'est un terme qui est l'un des seuls à être négativement connoté. Parce que l'anarchie n'a jamais été tentée. L'anarchie, ça n'est pas le bordel. L'anarchie, selon la formule consacrée, c'est la plus haute expression de l'ordre. C'est l'autogestion, c'est la gestion de votre propre liberté. C'est du miel aux oreilles d'Edoui Plenel. Mais bien sûr, mais attendez, nous sommes en Suisse, qui a eu la fédération jurassienne, qui a été au cœur, dans la première internationale, de vraiment les idéaux libertaires. C'est un Suisse auquel je rends hommage dans un livre récent, Voyage en terre d'espoir, James Guillaume, qui a incarné ça. Donc, Mais d'ailleurs, les journalistes français ne nous posent pas les questions des journalistes suisses. Vos deux parcours, Edoui Plenel, David Kubi. Edoui Plenel d'abord. Hein. Vous avez créé un média qui a une force de frappe inouïe, Mediapart. D'abord, ça marche. Je ne sais pas si c'est sous courant en ce moment. Combien d'abonnés ? 140 000 abonnés individuels aujourd'hui. Vous avez marqué par un certain nombre d'affaires. On rappelait l'affaire Cahuzac. Alors, d'où vous êtes parti ? De l'extrême gauche trotskiste ? Il faut rafraîchir la Oui, gens. En fait, moi, je suis parti d'abord, encore une fois, mon père n'était dans aucune organisation, je suis parti de ce refus des injustices, des inégalités. Et la pire des injustices, c'est un peuple qui en opprime un autre, qui le considère comme inférieur. À l'époque, vous croyiez en quoi ? Je crois aux idéaux d'humanité, je crois que nous naissons tous libres et égaux en droit, et que rien ne m'autorise, au nom de l'origine, de la couleur de peau, de la croyance, de dire que quelqu'un m'est inférieur. Vous rappeliez 17, il y a eu quand même beaucoup de morts en 1917. Bien sûr, non, mais je vous dis mon point de départ. Après, qu'est-ce que je choisis ? Je choisis une famille intellectuelle qui, pour être en écho au chemin de David Kubi, était la version, je crois, la plus libertaire dans ce qu'avait produit le souffle de la révolution russe. C'est au fond ceux qui ont dit, au bout d'un moment, on ne peut pas construire l'émancipation sur des montagnes de cadavres. On ne peut pas les construire sur le mensonge. On ne peut pas les construire sur le goulag. Et on défend le rapport à la vérité. Et on doit dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Est-ce que vous êtes resté un combattant sous le Plenel ? Est-ce qu'il y a un Plenel caché ? Sous le Plenel journaliste, un Plenel... Non, j'ai toujours rendu compte, y compris de mon itinéraire de jeunesse. Mais je veux dire, le côté combattant, il est toujours là ? Il est assez public, on le voit. Il est au service d'une radicalité. J'aime bien le mot radicalité. La radicalité, c'est quoi en français ? Prendre quelque chose à la racine. Eh bien, prendre au sérieux la démocratie, les idéaux d'égalité, c'est être radical. Jamais en bourgeoisie. Vous êtes devenu directeur du Monde. Quand on est directeur du Monde, on est arrivé, vous auriez pu pour prendre du poids, aller déjeuner arrosé au Margot, etc. Jamais. Je crois qu'il était déjà comme ça quand il était directeur du Monde. Non, mais bon, puis ils ont tout fait pour que je ne le sois plus et me faire sortir par la porte. Mais il y a un petit côté rageur, il y a une rage. Non. Moi, je pense au contraire, dans le temps actuel, je pense qu'il faut avoir la dignité de ses colères. Je ne suis pas pour la vitupération, je ne suis pas pour la méchanceté, je suis pour une hauteur. Ce monde est assez bas, est assez médiocre. Écoutez, la campagne présidentielle française, elle est vraiment assez nulle. Donc il faut un peu de hauteur. Je lisais vos portraits, une légende. C'est vrai que vous avez Robespierre et Saint-Just dans les toilettes ? Non, c'est dans les portraits. J'ai vu, c'est un article très orienté du journal économique Les Échos. Non, j'ai exactement dans une maison de campagne, j'ai trouvé sur un marché aux puces tous les héros de la Révolution française. Ils y sont tous. Donc il y a Danton, il y a Robespierre, il y a Saint-Just, il y a Camille Desmoulins, un des journalistes. Donc évidemment, pour eux, tout cela a mal terminé. Il y a toutes les espérances. Vous savez, les révolutions, on ne les déclenche pas. C'est à un moment les peuples qui quand même, jamais de regret, même si vous n'êtes pas Saint-Just, même si vous n'avez pas coupé des têtes. Quand on fait votre métier, on met en danger un certain nombre de gens, y compris des salauds d'ailleurs, peut-être, mais au moment de l'affaire Bérégovoy, qui s'est suicidé, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit... Bien sûr, on se pose des questions
Quand ça Bérégovoy, vous le citez, j'en ai fait un livre qui s'appelle Un temps de chien. J'ai rendu compte, il faut rendre compte. Vous savez, nous sommes à l'ère maintenant du journaliste participatif, vous ne pouvez plus être au-dessus du public. Donc je rends compte. Vous dites il faut s'excuser, ça me frappe beaucoup. Parfois, il faut être capable de dire on s'est trompé, on n'est pas des dieux, on n'est pas intouchable. Donc il faut faire son chemin en rendant compte. Alors, haute génération, David Couby, vous avez 20 ans de différence, je crois. 52, 72, 72 en Suisse. 72. Voilà. Toulouse, origine comment? Mes origines, Afrique du Nord et Toulouse, Italie et Grèce. Il y a un très beau portrait de vous dans Vanity Fair où vous rendez hommage à votre mère en particulier. Il dit qu'elle a beaucoup compté pour toute la suite, c'est courant, mais spécialement pour vous. Si le portrait est écrit au passé, c'est que c'est une erreur de... Non, elle compte beaucoup, oui, bien sûr, elle a beaucoup compté, elle compte beaucoup. En quel sens? J'ai été élevé par une mère assez colossale qui a donné beaucoup d'attention pour que son petit garçon soit un homme libre et ça fait un machin un peu comme ça. Très libre. Oui, je vis librement, mais puisque vous me parlez de ça, j'ai eu une conversation avec elle hier où elle s'inquiétait de quelque chose et je lui disais qu'elle ne pouvait pas m'avoir fabriqué comme elle m'avait fabriqué et s'inquiéter dans le même temps. Alors elle a ri. Alors, vous correspondez à avocat atypique, très libre. Vous avez affronté vraiment des ténors du barreau comme Jean Veil dans l'autre partie, Société Générale. Je me souviens. Ouais. En quel sens? C'est formateur de L'ami se Jean heurter Veil vraiment à des barons comme ça qui représentent tellement. Écoutez, j'ai une petite déception quand même. C'est-à-dire que en étant un jeune avocat et en me préparant à m'affronter à eux, je pensais apprendre beaucoup de choses. Et puis finalement, ils sont tellement puissants et tellement pas habitués à être emmerdés qu'en définitive, ils sont moins fins que ce à quoi je m'attendais. Si vous voulez que je vous réponde très sincèrement. L'art oratoire, la maîtrise de la parole, Dieu sait si ça compte et dans le journalisme et dans votre métier, mais vous, c'est là. Voilà, comment ça vient? Comment est-ce qu'on maîtrise à ce point-là la parole? Et je n'ai aucune idée. Alors, pardon pour se creuser sur cette question, mais je n'ai aucune idée. Je cite les portraits. C'est vrai que vous avez exercé dans une église même parfois. J'ai appris à plaider dans une église parce que l'un de mes professeurs de droit auquel je rends hommage, qui est aujourd'hui prêtre, qui s'appelle le père Jean-Louis Gazaniga, nous faisait venir dans l'église où il était diacre à l'époque pour me faire travailler mes exercices de plaidoirie et je me souviens que... Il y a une belle acoustique. Une fois, il y a l'écho qui revient. Une fois où j'étais assez content de la manière dont j'avais plaidé, il m'a écouté jusqu'à la fin, religieusement, c'est le cas de le dire. Il m'a dit, mais David, n'avions-nous pas dit que tu allais plaider? Je lui ai dit, bon, ok, je vais repréparer. Il faut être un peu voyou dans ce métier. Ah, je ne le crois pas, pas du tout, non. Moi, je n'ai pas du tout le sentiment d'être un voyou. Vous savez, attention, mon cher Darius, à une chose, c'est que les adversaires que je combats nous accusent souvent de ce qu'ils sont eux. Très souvent, très souvent. C'est une mécanique en fait, et on comprend la manière dont ils fonctionnent aux griefs qu'ils nous portent. Moi, je n'ai rien d'un voyou. Enfin, je ne crois pas avoir quoi que ce soit d'un voyou. Je me comporte dans la déontologie de l'avocat. J'aime le droit. J'ai une passion pour la loi lorsqu'elle est juste et une passion pour le fait de la combattre lorsqu'elle ne l'est pas. Mais je n'ai pas de double discours. Je n'ai pas de... Le narcissisme, ça revient souvent contre votre profession en général. L'accusation qu'au fond les avocats se préoccupent plus d'eux-mêmes que de leurs clients. Il y en a beaucoup des comme ça, non? Il y en a beaucoup des comme ça. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu de ça. Enfin, en tout cas, je ne me sens pas concerné. Je pense avoir montré dans le dossier contre Société Générale ou dans un certain nombre d'autres dossiers que je... Mais ceux qui disent, voilà, les loups entre eux, justement, la meute dont vous parliez tout à l'heure. Mais là non plus, je ne me sens pas concerné. Moi, je n'appartiens pas à des clubs. Je ne suis pas le président du très puissant club du siècle, qui, à la réalité, est une sorte de Bilderberg nain. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne suis pas dans des Rotary et des machins comme ça. Appartenir à rien, c'est une clé pour faire ce que vous faites? Je suis français. Ouais. Et vous, pour être journaliste, il faut appartenir à son collectif. Ouais. Moi, j'ai toujours défendu cette idée que le journalisme n'était pas une aventure individuelle, que la première personne qui doit vous contrôler, c'est votre collègue qui doit être à côté. Mais j'écoutais attentivement David Couby. La différence d'âge, les 20 ans dont vous avez parlé, fait que ceux qui l'affrontent, les loups, là, qui ne sont pas de la même meute, je les ai connus plus jeunes. Et au fond, qu'est-ce qu'ils découvrent, là?
et qui vaut pour le journalisme, y compris dans ce qui m'est arrivé quand j'ai dû tirer des leçons de la crise du Monde. Il y a un moment certains qui, malgré leurs idéaux de jeunesse, malgré les valeurs qui leur ont fait épouser tel ou tel métier, passent du côté obscur de la force, par appétit du pouvoir, par appétit du gain. Le secret, vous êtes dans Dieu sait s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'il y a dans votre téléphone portable, dans votre ordinateur, etc. Alors, on ne peut pas toujours vous perquisitionner quand même. Comment on garde le secret? Comment on tient ça? C'est une règle absolue. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais franchir la ligne. En tout cas, dans mon cas, et je pratique beaucoup des gens qui exercent non pas le métier, mais l'état d'Edoui Plenel. On ne peut ni violer nos sources, ni violer le secret des échanges. Et j'aurais très peu de considération pour ceux qui violeraient ça. Question candide, on sait que les mails sont épiés, les téléphones sont écoutés, etc. Vous faites comment? C'est quoi le moyen le plus sûr? C'est la feuille de papier? Alors, dans le dossier auquel vous... en général Oui, mais quand un dossier est sensible, il faut s'en foutre, en fait. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut tout dire, parce que quand on n'est pas dans le club de ceux qui planquent, il faut tout dire, et c'est même plus affolant pour nos adversaires. Ouais. Donc nous, par exemple, dans nos relations avec Jérôme Kerviel ou avec des gens qui sont impliqués dans ce dossier-là, on ne cache rien, on n'a pas de pratique particulière, de prévention particulière. Vous voyez, donc on dit tout et c'est encore pire. Le culot, ça aide. Oui, la rapidité, l'audace. Edoui Plenel. Pour nous, c'est un peu différent. Le secret, c'est d'abord protéger des citoyens, ceux grâce auxquels nous avons des informations. Il y a une seule règle, aucune traçabilité. À partir du moment où vous êtes sur une enquête difficile, rien ne doit passer dans les mails, rien ne doit passer dans des feuilles de papier qui traînent. Vous devez leur donner des pseudonymes, vous devez faire attention à ne pas vous couper quand vous parlez, vous devez parler, inventer des noms de fleurs ou quoi que ce soit, et l'interlocuteur sait de qui vous parlez. Ce sont des vieilles ruses. Voilà, vous devez faire très, au fond, aucune trace qui permettrait d'identifier les personnes sans lesquelles nous ne pourrions pas travailler. La révolte, ça aide à être jeune. Vous avez 65 ans, Edoui Plenel. Je vais les avoir cette année, oui. Alors, non, c'est un hasard génétique. C'est un hasard génétique de Breton. Les cheveux. Oui, parce qu'autrement, on a l'âge qu'on a. Et puis, bon, comment dire, il faut... Je crois beaucoup à cette idée que la liberté, c'est une responsabilité. Nous demandons des sociétés de liberté. On aime être habillé comme on veut, faire ce qu'on veut, avoir les plaisirs qu'on veut. Mais si on aime ça, on est responsable de sa liberté. C'est un combat, la liberté. Vous citez les moralistes beaucoup, l'un et l'autre. Marc Aurèle, très cité dans la contestation française. Dans chaque tête de chapitre. Oui, parce que C'est quoi le plus beau de Marc Aurèle? J'ai beaucoup aimé d'en penser pour... J'aime beaucoup en fait la distance qu'il a, enfin l'extraordinaire pouvoir en regard des questions qu'il se pose. Et il y a quelque chose là de formidable parce que beaucoup à sa place n'auraient pas vu les choses comme ça. Il était empereur en plus. C'est cet extraordinaire pouvoir dont je vous parle. Puisque vous faites un flashback dans le monde latin, Terence, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et ça, pour revenir aux espérances d'émancipation de l'humanité, parfois ça tourne mal. Vous savez que c'était la phrase préférée de qui? De Karl Marx. Joli, c'est étonnant. Merci David Couy et Edoui Plenel. On vous lira, David Couy, une contestation française. Et vous, Edoui Plenel? Actuellement, il y a différents livres. Il y a Sonnons l'alarme avec l'équipe de Mediapart. Et puis, il y a Ce voyage en terre d'espoir qui revisite justement l'histoire de l'émancipation, du mouvement ouvrier, des obscurs et des sans grade. Pas les grands hommes, ceux qui font la vitalité d'une société. Et le succès de Mediapart, en Suisse, l'Hebdo a disparu. Une filiale suisse de Mediapart, c'est possible? Je lance cet appel. Je ne viendrai pas imposer un Mediapart suisse. Si des journalistes suisses veulent faire l'incarnation, le développement, l'archipel de Mediapart pour la Suisse romande, voire toutes les langues de la Suisse, je suis à leur disposition. Il y aura peut-être beaucoup de candidats. Il y a le journal L'Hebdo qui a disparu, mais il y a d'autres journaux menacés, etc. Bien sûr. Ils peuvent vous adresser à vous? Bien sûr, avec plaisir. Merci à l'un et à l'autre. Merci beaucoup. Merci à vous.
Pardonnez-moi avec le matin dimanche.